بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. C'est avec un immense plaisir que nous allons consacrer la séance d'aujourd'hui à une thématique qui est très importante, qui nous permettra un peu de survoler la loi 73-17, organisant le traitement des difficultés des entreprises. À cet égard, nous avons choisi les thématiques de traiter un peu les délais dans la loi 73-17 et surtout dans les procédures extrajudiciaires et intrajudiciaires, et on va se limiter au niveau des procédures intrajudiciaires au redressement judiciaire. Bien sûr, lorsqu'on parle des délais, il y a trois questions majeures qui se posent. La première question, est-ce que le législateur a réussi, bien sûr, à maîtriser les délais des procédures? C'est-à-dire la maîtrise en fonction de la nature de la loi 73-17. La deuxième question à laquelle, bien sûr, on doit essayer de répondre après, est-ce que le législateur a pu adapter les délais aux finalités de la loi? Lorsqu'on parle de finalité de la loi, à savoir le maintien de l'emploi, le désintéressement, le paiement des créanciers et la continuité de l'exploitation ou le maintien de l'activité. Est-ce que les délais, la troisième question, répondent aux urgences de l'entreprise en difficulté et permettent d'adopter les solutions adéquates à la situation de l'entreprise? Est-ce qu'elle est, surtout lorsqu'il s'agit soit d'effets de nature à compromettre la continuité d'exploitation, soit l'état de cessation des paiements, ou bien sûr soit la situation irrémédiablement compromise? Alors lorsqu'on parle de la prévention interne, on renvoie directement aux articles 547 et 548 de la loi 73-17. On remarque que là, l'entreprise doit bien sûr chercher à trouver des solutions par les organes internes, et à partir de là, le commissaire aux comptes, lorsqu'il est obligatoire, on parle là de la notion de l'ASA. S'il ne s'agit pas de l'ASA, on parle souvent, c'est le gérant. Donc le commissaire aux comptes ou tout associé au chef d'entreprise doivent bien sûr aviser le chef d'entreprise de tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation dans un délai de 8 jours. Alors le chef d'entreprise est dans l'obligation de faire délibérer le conseil d'administration ou le directoire en fonction de la forme de la société, et bien sûr l'assemblée générale en fonction des compétences et des attributions, parce que là on est dans une situation de l'entreprise qui est toujours saine, donc on doit respecter les attributions des organes de la procédure. Donc il doit les faire délibérer dans un délai de 15 jours. Alors, faute de délibération, le président du tribunal est informé par le commissaire aux comptes ou par tout associé, bien sûr, sans délai. Donc, du moment que là où le législateur ne parle pas de délai, donc automatiquement, on déduit qu'il doit être informé immédiatement. Par rapport à la prévention externe, on renvoie aux articles 549 de la loi, ou l'article 549 de la loi 73-17. Alors, le président de tribunal convoque le chef d'entreprise immédiatement, spontanément, ou à la demande de chef d'entreprise en fonction de l'urgence. Donc il doit être convoqué. Le président de tribunal, il peut nommer un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Donc le chef d'entreprise est obligé de déposer à la caisse de tribunal la rémunération pour la mission, bien sûr, de ce mandataire ad hoc sans délai. Faute de quoi la procédure peut être abandonnée, parce que là la procédure elle est amiable, donc l'entreprise n'est pas en état des paiements ni dans une situation irrémédiablement compromise, donc on ne parle pas de la notion d'ordre public économique. Alors le délai du mandataire ad hoc, les délais par rapport au mandataire ad hoc, donc ils sont laissés souvent à l'appréciation et au pouvoir discrétionnaire du président de tribunal, parce que c'est lui qui fixe la mission du mandataire ad hoc et le délai de cette mission. C'est lui qui a le droit de prolonger le délai, c'est lui qui a le droit de remplacement de ce mandataire ad hoc en cas de son échec, après avoir bien sûr présenté un rapport, et le mandataire ad hoc doit présenter un rapport
sans délai, ça veut dire et dans les médias. Alors la conciliation, selon l'article 553, donc la durée du règlement amiable est plutôt la durée de ce règlement amiable et désigne un conciliateur pour une durée de 3 mois, donc c'est le président de tribunal qui fixe la durée du règlement amiable et désigne les conciliateurs, mais avec un maximum pour une durée de 3 mois, prorogeable une fois pour la même période à la demande du conciliateur. Donc il y a un plafond et le président de tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction de la mission accordée et attribuée au conciliateur. Alors, lorsqu'on parle au moment de la conciliation, le président de tribunal, à la demande du conciliateur, peut suspendre les poursuites individuelles pour une durée n'excédant pas le terme, ça le délai, le terme de la mission du conciliateur. Donc là, la décision est rendue sous forme d'ordonnance du président du tribunal. Si un accord est conclu avec les principaux, lorsqu'on parle de principaux, on parle ici par rapport à la taille de la créance, on ne parle pas en nombre de têtes, donc les principaux créanciers, le président de tribunal, il peut homologuer cet accord et accorder aux débiteurs des délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créanciers qui n'ont pas adhéré à l'accord. Donc là, c'est une exception par rapport à la notion de la relativité des conventions. Donc il y a des créanciers qui n'ont pas participé, mais quand même ils sont soumis à cet accord, pire encore qu'on leur impose des délais non inclus dans l'accord, parce qu'ils ne sont pas inclus dans l'accord. En cas d'inexécution de cet accord, le président de tribunal, parce que l'inexécution de l'accord de règlement amiable, c'est une présomption comme quoi l'entreprise est en état de cessation de paiement, c'est pour cela que le président du tribunal constate cette inexécution et prononce la résolution. Bien sûr, le texte là n'a pas prévu de délai, mais ça doit être dans les médias, et la déchéance de tous les délais de paiement, tous les délais de paiement accordés deviennent déchus et accordés, et bien sûr les délais accordés au chef d'entreprise, et on renvoie le dossier au tribunal pour prononcer soit le redressement judiciaire, soit la liquidation judiciaire en fonction de la situation économique et financière et sociale de l'entreprise. Par rapport au plan de sauvegarde, dans le plan de sauvegarde, là on parle d'une entreprise qui n'est pas en état de cessation de paiement, mais qui affiche des signes avec un risque imminent et une certitude dans l'avenir qu'il tombera sur le coup de la cessation des paiements. Alors là encore, l'article 561, du moment que c'est une procédure un peu à l'amiable, il faut déposer un montant, donc le demandeur, le chef d'entreprise doit déposer un montant couvrant les frais. Donc ils couvrant les frais de publication et de procédure sans délai. Bien sûr, c'est une obligation incombant au chef d'entreprise. L'article 563, le tribunal statue sur la demande dans un délai de 15 jours de sa saisine. Donc là, le législateur a fixé 15 jours au tribunal. Une fois qu'il reçoit une demande, il doit statuer dans les 15 jours. Alors, les créances postérieures sont payées à l'échéance par rapport aux créances antérieures, même s'ils sont munis de sûreté selon les dispositions de l'article 565. Alors, selon l'article 569, le syndic, avec le concours de chef d'entreprise, il dresse un bilan économique, financier et social dans une durée de 4 mois renouvelable une seule fois. On parle là de la macroéconomique, de la microéconomique et d'un plan social. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la situation uniquement, mais des perspectives sur le plan économique, financier et social. Alors le choix de la solution selon l'article 571, donc la durée de plan ne doit pas excéder 5 années. Par rapport au redressement judiciaire, par rapport surtout à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, là l'article 576, la demande de chef d'entreprise d'ouverture de redressement judiciaire doit être faite dans un délai de 30 jours. C'est comme si le législateur impose au chef d'entreprise de déclarer son état de cessation des paiements dans un délai de 30 jours à la date, bien sûr, de la cessation des paiements sous peine de déchéance commerciale selon l'article 747 de la loi 73-17. Bien sûr, d'habitude, dans la pratique au niveau des juridictions, les juridictions n'appliquent pas cette sanction
que lorsque le défaut de déclaration porte atteinte aux intérêts de l'entreprise et aux intérêts des créanciers. Donc là, c'est une obligation de résultat et le défaut risque d'avoir des répercussions néfastes sur le chef d'entreprise. Alors l'article 578, assignation, la procédure peut être ouverte, bien sûr, comme on vient de citer, par la demande de chef d'entreprise qui doit le faire dans un délai de 30 jours, par l'assignation d'un créancier ou par la requête du ministère public. Donc là, le législateur n'a pas prévu de délai. Bien sûr, le ministère public, c'est de l'ordre public économique, donc il doit le faire d'office à tout moment. Bien sûr, au moment opportun, la même chose par rapport aux créanciers, parce qu'ils ne vont pas attendre, parce que leurs intérêts sont en jeu. Selon l'article 579, la procédure peut être ouverte à l'encontre d'un commerçant qui a mis fin à son activité dans l'année ou qui est décédé dans un délai de 6 mois après ce décès. Selon l'article 580, l'ouverture de la procédure à l'encontre d'un associé solidaire dans la société par l'essai uniquement de la société en nom collectif dans un délai d'une année de sa retraite. Ça veut dire l'année à partir de son retrait de cette société. Alors, selon l'article 582, le tribunal statue au plus tard dans les 15 jours de sa saisine. Donc là, le remarque du législateur un peu limité le domaine de l'action de tribunal en termes de temps. Donc 15 jours à partir de la saisine, le tribunal doit statuer. Alors selon l'article 713, la cessation des paiements ne peut être antérieure, ça veut dire la cessation des paiements, soit c'est le chef d'entreprise qui la déclare, soit c'est le jugement qui la détermine, soit bien sûr si le jugement n'a pas prévu de cessation, c'est la date de jugement, soit donc dans tous les cas, la date de la cessation des paiements peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l'ouverture de la procédure. Donc et tous les actes, c'est une période suspecte, tous les actes accomplis pendant cette période peuvent être annulés ou nuls selon est-ce qu'ils sont à titre gratuit ou à titre onéreux. Selon l'article 584, donc il y a obligatoirement la publicité de jugement dans un délai de 8 jours. Donc le jugement d'ouverture de la procédure doit être publié dans un délai de 8 jours, mais au journal d'annonce légale, au bulletin officiel. Ce jugement doit être notifié dans les 8 jours au chef de l'entreprise, au syndic, par les soins du greffier. Mais avec une petite précision, le fait que le jugement n'est pas publié ne donne pas le droit aux créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance de demander la levée de forclusion parce que pas d'action, pas d'intérêt, pas d'action. Donc si le jugement n'est pas publié, il n'y a aucun préjudice par rapport aux créanciers. Selon l'article 776, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement judiciaire, de liquidation, de sauvegarde plutôt, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, sont exécutoires de plein droit, avec une exception par rapport à la déchéance commerciale et la banqueroute et les autres infractions. Avec une exception, une possibilité de demander l'arrêt d'exécution provisoire en matière de liquidation judiciaire et en matière de cession totale dans le cadre d'un plan de cession devant la cour chargée de statuer sur l'appel. Là, la cour d'appel statue en chambre de conseil dans un délai de 15 jours selon l'article 761 de la loi 73-17. Alors, la durée des voies de recours. Là, on renvoie aux articles 761, 767 de la loi 73-17. Selon l'article l'article 762 et 764. Alors, l'appel et les décisions rendues en matière d'opposition, la tierce opposition, le délai est de 10 jours à compter de la notification de la décision. L'article 766, le pourvoi en cassation est formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt. Selon l'article 772, le juge commissaire statue sur les revendications et les contestations, ainsi que les réclamations contre le syndic et tout ce qui concerne la vérification des créances avec une durée et l'appel est dans un délai de 10 jours. Selon l'article 532, le recours contre les décisions de juge commissaire devant la cour, qui doit être fait devant la cour d'appel, à compter de la notification dans un délai de 15 jours.
donc le délai de 15 jours. Alors pour le syndic, en se référant à l'article 588, le syndic a seule la faculté d'exiger la continuité des contrats en cours et bien sûr le seul moyen mis à la disposition du contractant, c'est d'envoyer une mise en demeure au syndic et si cette mise en demeure est restée plus d'un mois sans réponse, automatiquement la présomption de la résiliation du contrat, donc le contrat est résilié. Donc le silence du syndic entraîne la résiliation du contrat après un mois. Et selon l'article 601, la consultation, le syndic doit consulter les créanciers, soit la consultation est faite individuellement ou collectivement, mais si la consultation est faite individuellement, donc la réponse, le créancier qui ne répond pas à la proposition du syndic dans un délai du 30 jours équivaut à acceptation de la proposition du syndic. Là, le silence équivaut à acceptation. Donc l'adage, celui qui ne dit mot consent, ne s'applique pas ici, c'est le contraire, celui qui ne dit mot consent. Alors selon l'article 595, la préparation de bilan, donc le bilan, le syndic dans le cadre du diagnostic de la préparation de la solution, le syndic doit dresser un bilan économique et financier et social à remettre au juge commissaire dans un délai de 4 mois renouvelable une seule fois. Par rapport aux créanciers, les créanciers, ils ont une obligation pour échapper à la forclusion. Les créanciers, ils doivent déclarer leurs créances. Et lorsqu'on parle de la déclaration de créances, donc l'article 720 de la loi 73-17 oblige les créanciers à déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de la date bien sûr, de l'avis. Donc cet avis, il y a 3 cas. Soit il est fait aux créanciers inscrits dans la liste qui sont connus par le syndic, la date de l'avis fait aux créanciers titulaires d'une sûreté parce que là, ils ont un privilège les deux, ils ont un privilège de procédure. Je ne parle pas de privilège, ça veut dire qu'ils vont être notifiés par le syndic pour les inviter à déclarer leurs créances ou à la date de publication au bulletin officiel par rapport aux autres créanciers. Et là, je mets l'accent sur la déclaration est une demande judiciaire, il faut faire attention. Alors selon l'article 723, le relevé de forclusion, donc si le créancier estime que la forclusion ne lui est pas imputable, le défaut de déclaration est imputable par exemple au syndic, donc il a un délai d'1 an à la date de l'avis adressé au créancier titulaire d'une sûreté et bien sûr à la date de publication de jugement d'ouverture au bulletin officiel pour les autres créanciers et dispose d'une année pour demander la relevée de forclusion auprès du juge commissaire. Par rapport à l'assemblée des créanciers, c'est une nouveauté dans la loi 73-17. Donc les créanciers sont représentés par une assemblée. Selon l'article 610, alors là, cette assemblée doit être convoquée. Donc il y a 5 cas de convocation de l'assemblée. Avec, ça veut dire une durée d'intervention entre la convocation et la réunion effective de cette assemblée. Alors, il y a 5 jours à la date de la remise du syndic au juge commissaire de plan de continuation. Donc, une fois que le syndic a remis au juge un plan de continuation, l'assemblée doit se réunir obligatoirement, c'est l'intérêt, dans un délai de 5 jours. Le jour ouvrable suivant la date de réception du syndic du projet de plan de redressement proposé par les créanciers, chose qui est normale du moment que c'est les créanciers qui ont proposé, donc le jour ouvrable suivant, ils doivent se réunir. Le jour ouvrable suivant la date du dépôt de rapport du syndic sur la modification des objectifs et des moyens de plan de continuation. Vous savez, là on parle grande question sur l'autorité de la chose jugée, donc là il y a un jugement, mais on peut se référer au tribunal pour demander la modification dans le plan et les moyens, les objectifs et les moyens du plan. Donc à partir de là, donc, ils doivent se réunir le jour ouvrable suivant. 5 jours pour le remplacement du syndic à la demande, donc la demande doit être remise au juge commissaire. Donc en remettant au juge commissaire une demande de remplacement du syndic, ils doivent se réunir dans un délai de 5 jours. 5 jours à compter de la date de la demande de cession d'actifs. Lorsque l'actif est indispensable, bien sûr, cette demande aussi doit être remise au juge commissaire. Alors, le délai entre l'avis et la date de la réunion, pour le premier cas, ça veut dire la date de la remise du syndic au juge commissaire de plan de continuation, ça ne doit pas dépasser 20 jours. Pour les autres cas, les autres 4 cas, c'est dans un délai de 10 jours.
Alors par rapport au plan de continuation, selon l'article 628, le tribunal fixe le plan, la durée de plan de continuation sans qu'il puisse excéder 10 ans, donc le maximum 10 ans. Donc il faut faire la distinction entre le plan et le paiement, parce que le paiement peut excéder, comme on verra tout à l'heure, pour les gens qui n'ont pas participé à la consultation, les paiements peuvent être programmés au-delà de 10 ans. Donc si l'entreprise n'exécute pas ses engagements fixés par le plan, ou s'ils ne sont pas exécutés dans les délais, le tribunal peut d'office, selon l'article 634, ou à la demande d'un créancier, après avoir entendu le syndic, le chef d'entreprise, prononcer 1. La résolution du plan, il en parle de la résiliation du plan, et décider, soit donc, bien sûr décider la liquidation judiciaire, parce qu'on est déjà en redressement judiciaire, donc on va transformer le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Alors le tribunal, selon l'article 630, peut imposer des délais uniformes des paiements pour les créanciers qui n'ont pas participé à la consultation. Parce que le fait de ne pas participer, ça ne veut dire qu'il est en dehors du plan de redressement, mais si tu n'as pas participé, donc le tribunal peut imposer des délais uniformes qui peuvent excéder la durée de plan, et le premier paiement doit intervenir dans un délai d'une année. Donc comme je viens d'expliquer, ils peuvent excéder la durée de plan. Selon l'article, ça encore une nouveauté, 695, on remarque que les cautions solidaires en non, parce que dans l'ancienne loi, le livre 5 du Code de commerce, les cautions, le législateur avait réservé un mauvais sort aux cautions. Mais aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre, et selon cet article, les cautions solidaires ou non peuvent se prévaloir, bien sûr, de dispositions du plan, de l'arrêt des cours des intérêts prévus dans l'article 692 et de la déchéance du terme, bien sûr, et que la déchéance de terme ne leur est pas imposable. Ça veut dire on revient à l'application strictu sensus du caractère accessoire du contrat de cautionnement, et même si le créancier ne déclare pas sa créance, automatiquement il y a forclusion, et avec cette forclusion il y a disparition par accessoire du cautionnement. En termes de cession, selon l'article 636, le syndic fixe les délais de continuation, plutôt le syndic, selon l'article 636, pardon, c'est le syndic qui fixe le délai de communication des offres de cession. Parce que l'offre de cession émane d'une tierce personne. Donc c'est le syndic qui fixe le délai de la communication des offres. Pourquoi? Parce que le syndic, une fois qu'il reçoit l'offre, il doit étudier l'offre et il doit communiquer l'offre au juge commissaire. Donc entre la réception de l'offre et l'audience, il faut au minimum un délai de 15 jours. Et selon l'article 598, l'offre lie plutôt son auteur, ça veut dire une fois que tu as déposé l'offre, parce que l'offre au départ a un caractère contractuel. Mais une fois qu'il arrive entre les mains du débiteur, de tribunal, il y a le dirigisme judiciaire, c'est l'aspect judiciaire qui l'emporte. À partir de là, donc l'offre lie son auteur à condition que la décision, avec une condition suspensive, la décision intervient dans un délai de 1 mois, bien sûr, du dépôt du rapport du syndic. Donc 1 mois à partir du dépôt du rapport du syndic. Alors selon l'article 642, tant que le prix de cession n'est pas payé intégralement, il y a une interdiction d'aliéner ou de donner en garantie les biens acquis. Donc pour pouvoir donner en garantie, pour pouvoir faire des actes de disposition sur le bien acquis, on doit veiller à ce que le prix de cession soit payé intégralement selon l'article 642. Alors le tribunal aussi, selon l'article 643, peut interdire d'aliéner des biens pour une durée qu'il fixe. Donc là, il peut asseoir le plan de cession de cette clause d'interdiction d'aliénation pour une durée qu'il fixe en fonction de l'importance du bien et en fonction de l'intérêt de ce bien pour la continuité d'exploitation. Et selon l'article 644, il y a la possibilité de l'annulation de tout acte en violation des articles 642 et 643 qu'on vient de citer, mais la demande doit être faite par tout intéressé dans un délai de 3 ans. Là, un délai de 3 ans à compter de la date de la conclusion de l'acte ou de sa publication lorsqu'il s'agit des actes qu'on publie dans du support de publicité
public. Alors là, selon l'article 645, dans le cadre du suivi de l'exécution de plan de cession, donc le juge, plutôt le cessionnaire, doit établir un compte rendu annuel et bien sûr à adresser au syndic dans lequel il relate l'exécution de toutes les obligations inscrites dans le plan dans le plan de cession, parce qu'il a inscrit il a offert un nombre de garanties, parce que lorsqu'on présente un plan de cession, automatiquement, il y a le syndic qui va vous dire que je vais maintenir l'emploi, il a fixé des contrats que le juge a cédés dans le cadre de la cession judiciaire des contrats, et là, il s'est engagé de maintenir l'emploi, et s'est engagé d'investir, de faire des investissements dans des branches d'activité. Donc, on a besoin de maintenir la mission du syndic, même si, au niveau de la loi 73-17, il y a un petit grain de sable qui risque d'empêcher ces règles de tourner, à savoir que la mission du syndic dure jusqu'à, selon l'article 641, jusqu'à la clôture de la procédure, et que la clôture de la procédure, bien sûr, est prononcée une fois que le paiement du prix est fait et que la répartition a été faite entre les créanciers, et une fois que le prix a été payé et que la répartition a été faite entre les créanciers, automatiquement il y a clôture de procédure. Et lorsqu'il s'agit d'une cession totale, donc il y a des répercussions sur le plan de procédure au niveau du registre de commerce, donc là il y aura une radiation de la société. Reste un point aussi qui a un grain de sable aussi par rapport au plan de cession, c'est que le législateur n'a pas fixé un délai par rapport à la date de jugement adoptant le plan de cession et à la date de la signature des actes. Parce que le jugement, il emporte la cession de l'entreprise et des contrats. Mais la matérialisation de la cession et la matérialisation et la concrétisation, elle se fait par le syndic, et dans l'attente de la réalisation des actes de cession, donc le législateur, dans l'attente, donc il n'y a pas un délai, donc on souhaiterait que le législateur intervienne pour fixer un délai. Dans l'attente, donc le syndic peut confier sous sa responsabilité la gestion de l'entreprise au syndic. Et là, c'est un grand problème parce qu'on n'a pas précisé ni la durée, ni la nature de cette gestion. Est-ce que ça doit être une gestion normale, une gestion salariée? Est-ce qu'il va être payé? Comment il va gérer cette entreprise? On aurait préféré que le législateur intervienne parce que personne ne va s'aventurer d'acheter une entreprise tout en sachant qu'il n'a pas la main, il a payé le prix, il a tout fait et il n'a pas la main, il attend à ce que le syndic signe les contrats. Donc il fallait fixer une durée pour signer ces contrats, sinon automatiquement le cessionnaire ne va pas s'aventurer. Et pour pallier à ce petit problème, on suggère que les tribunaux adoptent, lorsque le syndic veut confier au cessionnaire la gestion, et il est très souhaitable de confier la gestion dans le cadre d'une gérance libre, de location-gérance, parce que la location-gérance, il devient commerçant à 100%, donc il assume toute la responsabilité, il devient employeur, il a la main, il maîtrise son business dans l'attente, bien sûr, de la signature des contrats et qui devient propriétaire avec la possession légale et la possession matérielle de son entreprise. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.